Merci, chers amis, internautes, auditrices et auditeurs de Tempo Afrique TV, d'être au rendez-vous avec nous sur le plateau de Tempo Afrique TV à travers l'émission Inside Africa. Aujourd'hui, je reçois Dean Adessian, entrepreneur financier, consultant, activiste, fer de lance et élite d'une jeunesse béninoise à l'ère du numérique. Celui-là même que j'aime tant appeler le babyface politique. Nous allons donc débattre avec lui sur la problématique suivante. Opposition, à quoi est dû ce surplace? Échec d'une stratégie politique efficace, manque de cohésion, trahison ou tout simplement le son de cloche d'une nouvelle génération politique qui semble s'imposer au Bénin. À côté de ce thème principal, nous allons aussi parler de la condamnation et l'appel de notre compatriote, l'ancien Premier ministre Lionel Zissou, aussi du rejet de la plainte de Yahi Boni, l'ancien président du Bénin, contre le Bénin. Donc, nous allons tout de suite recevoir notre cher invité, que je remercie beaucoup d'être présent sur ce plateau. Sans plus tarder, vous avez la parole, mon ami et chers invités, Monsieur Dean Adessian. Nous avons un problème de son et donc je vais dire au réalisateur de revoir le son puisque nous sommes dans un networking directement depuis la France. Donc je pense que le retour sur son ne passe pas au niveau de notre compatriote Dean Adessian. Donc je ne sais pas si le son est maintenant établi. Donc vous pouvez repartir, Monsieur Dean Adessian. Toujours le son ne passe pas? Parce que moi je me reçois très bien. Voilà. Reprenez s'il vous plaît, Monsieur Dean Adessian, parce que depuis le début, nous n'avons pas eu le retour. Donc, représentez-vous, s'il vous plaît. Alors, je vous remercie déjà pour votre invitation. Je vous remercie pour le travail que vous faites. Je suis d'ailleurs à France. C'est un travail remarquable. Je vous remercie. À la fin de mes propos, je tiens à ce jour à souhaiter une bonne fête de l'Assomption à tous les chrétiens, au Bénin, partout dans le monde entier. Mais aussi c'est l'occasion qu'on parle aujourd'hui de souhaiter une bonne fête de l'Igname. Aujourd'hui, c'est la fête de l'Igname au Bénin. C'est une occasion pour moi de faire un coucou à tous les Béninois et les Béninoises, en particulier la région de la Donga, au Bénin, pour leur souhaiter justement cette Igname qui est aussi une fête de tous les Béninois. En mode de Igname, en tout cas. Ok, Monsieur Dean, je vais demander au réalisateur de revoir le cadrage. Le son sort, mais on n'a pas trop le retour. Et mon réalisateur, Monsieur Sall, vous pouvez revoir le cadrage par rapport à l'orientation de votre caméra. Nous savons que le network est un peu difficile parce que c'est les États-Unis, c'est Washington, New York et aussi Paris. Donc voilà, les démons de la technologie sont en train de revenir et nous revoyons le babyface que nous aimons toujours, mais nous voulons le voir et beaucoup plus. Voilà, ça c'est le sourire que nous aimons tous au niveau de la diaspora. Merci le technicien. Donc nous allons repartir, nous allons réintroduire notre babyface et je pense que cette fois-ci,
les génies, hein, les génies ne seront pas à notre défaveur. Voilà, donc je disais que je suis en train de recevoir sur cette émission aujourd'hui Dean Adessian, qui est entrepreneur financier, consultant activiste, fer de lance et élite d'une jeunesse béninoise à l'ère du numérique, celui-là même que j'aime tant appeler le babyface politique. Nous allons débattre avec lui sur la problématique suivante. L'opposition, à quoi est due ce surplace? Échec d'une stratégie politique efficace, manque de cohésion, trahison ou tout simplement le son de cloche d'une nouvelle génération politique qui semble s'imposer au Bénin. À côté de ça, nous allons parler de la condamnation et l'appel de Lionel Zissou et aussi du rejet de la plainte de Yahi Boni contre le Bénin. Alors, recevez-moi sur ce plateau, accompagnez-moi, j'allais dire, pour recevoir notre ami Dean Adessian. Vous avez la parole. Merci pour votre invitation on fait avec les desiderata de la technologie, des nouvelles technologies. Ça a le mérite au moins de nous permettre de voir de manière libre, contrairement à ce qu'on pourrait aujourd'hui constater au Bénin, où les espaces de liberté d'expression plurielle, en tout cas démocratique, sont de plus en plus rares. C'est rare aujourd'hui encore de voir au Bénin qu'il y ait des débats où à la fois des personnes de l'opposition ou de la mouvance, ils arrivent à échanger sur les enjeux importants de notre pays. Alors, vous avez parlé évidemment aujourd'hui. Alors, c'est intéressant, qui est vaste, mais face aujourd'hui à un régime qu'on connaît au Bénin, c'est difficile de parler de l'opposition. Alors, on parle d'opposition, on est toujours dans un État démocratique. Alors qu'aujourd'hui, au Bénin, la démocratie n'est je vais dire que de droit. Parce que dans les faits, en réalité, nous n'avons plus aujourd'hui de démocratie. Donc, il y a une opposition aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, en tout cas, dans combien de pays dans le monde, on parle d'opposition lorsque le régime est autocratique. D'accord? Qu'est-ce que j'entends par régime autocratique? Le paravent aujourd'hui que nous avons au Bénin de démocratie n'est que de papier. On sait aujourd'hui, en effet, que nous ne sommes plus dans un régime démocratique. Donc, si on ne parle pas de régime démocratique, l'opposition n'a plus sa raison d'être. On est aujourd'hui face à un régime qui, malheureusement, a confisqué tous les pouvoirs. Quand je parle de tous les pouvoirs, vous avez vu les élections législatives du 28 avril dernier, comment ça s'est soldé, où on a carrément écarté des partis d'opposition. Donc, quand on est face à un tel régime, je ne sais pas si une opposition a encore sa raison d'être. Il ne manquerait plus qu'aujourd'hui qu'on ait la révision de la Constitution et qu'on assiste à un monopartisme. Parce que, puis, à l'Assemblée, deux partis, que ce soit le Bloc républicain ou l'Union progressiste. Mais c'est deux partis d'émanation d'un parti unique. Donc, après 30 ans d'exercice démocratique, c'est difficile aujourd'hui de prévaloir une quelconque opposition face au régime actuel. C'est vrai que l'opposition béninoise est minée par un certain nombre de problèmes. C'est même anachronique pour moi de parler d'une opposition quand on sait que le régime aujourd'hui, le régime actuel au Bénin, ils ont fait tout ce qu'il peut avoir comme opposition. C'est-à-dire que de l'exercice même du statut d'opposant, les partis d'opposition aujourd'hui sont censés ne plus avoir d'existence légale. Je dis bien sont censés, parce qu'en réalité, ils ont fait toutes les démarches pour qu'on puisse reconnaître leur existence juridique, mais malheureusement, sous le prétexte d'un fallacieux certificat de conformité, ces partis aujourd'hui ne disposent pas de... Mais sans ce sésame, ils ne peuvent plus, en tout cas, participer aux échéances. Les législatives dernières ont consacré justement cette exclusion volontaire. C'est ça. Des partis. Oui, mais M. Dina Adessian, je vous comprends. Mais je vous comprends, mais ça sera trop facile parce qu'une opposition, on sait déjà que
la mouvance, c'est-à-dire le pouvoir en place, ne va pas laisser la main libre à l'opposition de se positionner. Donc, on sait déjà le décor. Donc, maintenant, ça sera trop facile parce que rien ne sera facile à une opposition. Est-ce que cette opposition est prête? C'est ma question. Non, alors, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par opposition? On parle d'opposition quand aujourd'hui les tests sont respectés. D'accord? Le premier, quand je prends le préambule de la Constitution béninoise, qui consacre que le Bénin aujourd'hui, on ne peut plus avoir de système de convocation de pouvoir par une catégorie d'individus. C'est ce problème-là aujourd'hui. C'est bien beau de dire aujourd'hui à l'opposition, l'opposition ne reste pas les bras croisés. Vous avez vu, s'il y a eu des morts le 1er et 2 mai dernier, c'est parce qu'il y avait eu des opposants. Et aujourd'hui, l'opposition que moi j'observe en tout cas au pouvoir de Patrice Talon, ce n'est plus une opposition politique. Lorsqu'il y a des violations des libertés individuelles, ce n'est plus une opposition politique, c'est l'opposition de tout le monde, de tous les Béninois. Mais vous avez sorti au mot une opposition patriotique, donc elle n'est plus politique. Donc il faudrait qu'on soit clair, M. Adessien. Qu'est-ce que vous voulez dire par opposition patriotique et pas une opposition politique? J'aimerais que vous soyez un peu explicite. Écoutez, d'abord, en tant que citoyen, on n'a pas besoin forcément de faire de la politique pour défendre des libertés individuelles. C'est-à-dire que la démocratie est un tout. La démocratie, c'est à la fois l'animation de la vie politique, la séparation des pouvoirs, le respect des institutions, le respect des tests que les Béninois se sont librement dotés. Malheureusement, nous n'avons plus ce genre de respect-là. C'est-à-dire que tout récemment, on va y venir dans le développement ultérieur. J'ai vu certains partisans du pouvoir de Patrice Talon agiter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, comme quoi la Cour africaine des droits de l'homme a débouté l'ancien président Yahi Boni. Mais dans le même, il y a quelques mois auparavant, cette même Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris une décision en faveur du président Sébastien Adjavon. Et que nous allons revenir sur ça. Refusé d'appliquer. Donc, quand on parle de démocratie, je dis aujourd'hui, l'opposition n'est plus une opposition simplement politique. C'est l'opposition de tout un chacun d'entre nous. Parce que quand les ministres, ils prennent une décision pour suspendre, pour empêcher de délivrer des actes d'état civil, je dis bien des actes d'état civil, à des personnes recherchées et qui sont censées être présumées innocents. Ça a une importance capitale. Pourquoi? Parce que nous avons ratifié, le Bénin a ratifié un certain nombre de conventions internationales. Dans ces conventions, que vous n'êtes pas, on ne peut pas vous de quoi que ce soit. Et donc, du coup, vous délivrer des actes d'état civil, c'est de vous mettre dans des conditions inconfortables. On a déjà connu des personnes à qui on a retiré des passeports ordinaires. Je dis bien des passeports ordinaires. Mais retirer le passeport ordinaire, c'est lui retirer en fait son droit d'existence patriotique, son droit d'existence légale, tout simplement. Ça ne peut pas franchir. Donc quand on en arrive vraiment à ces abus, on ne peut pas parler d'un État démocratique pour qu'une opposition puisse librement s'exprimer. Mais monsieur Dina Adessien, un État démocratique et qui ait une absence d'opposition. Ça n'existe pas. Maintenant, en ce qui concerne l'animation de l'opposition, moi je comprends, je l'entends très bien, le discours de certains, nous avons une opposition qui n'est pas du tout professionnelle, qui n'est pas du tout... Mais écoutez, tous les opposants aujourd'hui, il y a au Bénin, majoritairement, ils sont où? Ils sont traqués, ils sont poussés. C'est ça. D'accord? Et pour justement corréler tout et leur empêcher justement d'exister légalement, on leur retire maintenant le droit d'avoir accès aux pièces d'état civil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont dans des situations d'apatridie. Mais je veux bien encore voir une chose, c'est que le Bénin a signé des conventions internationales pour éviter justement ce genre de situation. Donc,
Du coup, ne demandez pas aujourd'hui aux opposants de prendre, de prendre la rue pour aller se défendre. Si déjà sur le droit, sur le plan du droit, ils n'ont pas d'existence. Lorsque vous n'avez pas de titre d'appartenance à un pays, vous êtes apatride. Donc, vous allez demander à un apatride d'aller réclamer ses droits auprès des tribunaux alors qu'il est reconnu comme apatride. Non, ça n'a pas de sens. Hein. Entre nous, il ne faut pas qu'on tire à une position en pensant que c'est l'opposition politique. Je dis bien l'opposition politique, parce qu'aujourd'hui, l'opposition face à Patrice Talon, elle n'est pas que politique aujourd'hui. C'est une opposition qui est citoyenne avant tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais monsieur Dina Adesina, je vous comprends. Et hier, avant ce débat, il y a beaucoup d'internautes qui m'ont interpellé via Inbox pour dire que il faudrait que je puisse insister sur ce surplace dont j'ai parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le statut sera court. Ça veut dire que les dés sont pipés. Ça veut dire que Talon, aujourd'hui, sera encore, le phénomène législatif va encore va se répéter au niveau des municipales qui sont en train de venir. D'ailleurs, vous voyez que la LEPI, les membres de la LEPI ont été déjà choisis et nous allons royalement vers les élections présidentielles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec votre analyse, donc l'opposition va croiser les bras et nous allons encore avaler la couleuvre. C'est ça la problématique. Donc, je vous comprends, je comprends votre analyse, elle est intellectuelle, elle est logique, et c'est ça la réponse. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que l'opposition fera? J'entends le discours des uns et des autres concernant le statut de l'opposition. D'accord? Ce statut, il se manifeste à plusieurs égards. Le statut de l'opposition aujourd'hui, ça existe au Bénin. Hein, depuis toujours, depuis, si ma mémoire est bonne, depuis les années 2000. Hein, ce statut d'opposition n'a jamais été réclamé par quelconque parti. D'accord? En plus, quand je dis parti, les partis présents à l'Assemblée nationale. On a connu les anciens partis, l'Union fait la Nation et les autres partis hétéroclites. Mais ces partis-là ne sont jamais réclamés du statut de l'opposition en réalité. Qu'on ait aujourd'hui deux partis, une émanation, comme je l'ai dit tantôt, d'un même parti, qui désigne des membres pour le conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, je veux bien comprendre. Mais, comme je le dis encore une fois, c'est une illusion démocratique. Aujourd'hui, on nous fait croire qu'il y a des partis d'opposition au sein de la mouvance. Quels sont ces partis qui se sont aujourd'hui déclarés comme opposants? Ils ne l'ont jamais fait. Donc, c'est bien beau ce discours-là de dire oui, l'opposition fait du surplace. Face à un régime qui mate tout type d'organisation, on ne peut plus aujourd'hui se réunir tranquillement sans pour autant recevoir une convocation. Ce qui au peuple béninois et dans un lieu qui est même privé, ne parle pas des lieux publics, dans un lieu qui est privé, aujourd'hui, les détenteurs ou les propriétaires de ces lieux-là, ils reçoivent des redressements fiscaux. Donc, on empêche justement à l'opposition. Vous me direz que c'est comme ça un peu partout dans le monde entier, en particulier en Afrique. Je veux bien comprendre. Mais aujourd'hui, l'opposition en elle-même, comme je vous ai dit, la plupart des leaders, ils sont poussés à la porte, ils sont poussés à l'exil. Donc, qu'est-ce qui reste? Nous préparons un certain nombre d'actions, mais nous n'avons pas besoin de les étaler sur la place publique pour que les gens ils savent que nous nous préparons ou nous ne nous préparons pas. Ce n'est pas sur les plateaux que nous allons développer les stratégies de l'opposition. L'opposition aujourd'hui a adopté une autre stratégie qui n'était pas le même face au pouvoir que nous avons en face. Donc, attendre aujourd'hui de l'opposition des actions immédiates, non. Ça, je pense que ces actions qui ont été déjà
faites par le passé, on sait comment ça s'est terminé. C'est ça. Il y a eu la violence. Il y a eu une certaine nombre de violence face à cette opposition. Vous voyez, donc du coup aujourd'hui, il faut changer de fusil d'épaule face à ce régime. Ce régime qui est sourd aux revendications du peuple, ce régime qui est sourd justement à la pluralité. Mais je pense qu'à un moment donné, nous devons changer en tout cas nos stratégies. La stratégie n'est pas aller de tempêter tout le temps aujourd'hui. Parce que l'espace où l'opposition pouvait réellement s'exprimer, c'est où? C'est à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opposition, vous allez passer sur tous les plateaux télé, vous pouvez exprimer votre désarroi, mais qu'est-ce que ça changera au niveau du quotidien des Béninois? Donc, quand on est opposant, on est aussi légaliste, on est démocrate. Donc, la démocratie s'exprime lors des élections. Donc, on attendra peut-être les élections à ce moment-là. Puisqu'aujourd'hui, vous vous rappelez peut-être, hein, il faut le préciser à ceux qui nous regardent, il y a eu des personnes qui n'étaient ni de l'Union progressiste, ni du Bloc républicain, qui ont fait campagne contre les élections législatives. Mais ces personnes-là, on leur a interdit de faire campagne. Du jamais vu au Bénin. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas représenté ou on n'est pas encarté dans un parti politique qu'on ne peut pas faire une rencontre où on dit les candidats qu'on vous propose, ils ne sont pas bons. On a interdit, notamment à certains leaders de l'opposition, de faire campagne. Ce qui est même de campagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un régime, un régime déception. Donc, une déception, on ne peut pas vouloir normal. Voilà, mais Monsieur Adéchian, je vous ai compris. Et la préoccupation, au fait, c'est quoi? Vous voyez, il semble que le régime, sur le plan international, et il y a eu un débat, je pense que c'était hier ou avant-hier sur BBC. Il y a eu un ministre malien, il y avait un journaliste sénégalais, notre cher journaliste Monsieur Vincent Folly, très célèbre. Et la position du ministre malien était vraiment, ça rejoint votre position. Et il était pratiquement descendu de son piédestal de ministre pour dire que ce n'est pas possible qu'une telle chose puisse arriver au Bénin, pays phare de la démocratie. Il était en train de parler de l'interdiction des actes. Donc, c'est clair qu'au niveau international, comme on le dit en anglais, the case is made already. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute que, de toutes les façons, que l'État béninois est pratiquement en train d'aller vers un totalitarisme criard en Afrique, sans précédent. Donc, ça, c'est clair. Maintenant, ce que je suis en train de craindre, vous voyez ces pseudo-partis aujourd'hui qui vont aux élections législatives. Je veux parler du parti de Houdé, je veux parler du parti de Claudine et les deux autres partis qu'on n'a jamais vus qui se réclament de l'opposition. Vous voyez? Donc, il y a une stratégie, le parti de Toléba. Donc, aujourd'hui, ça dit, ils veulent légitimer un pouvoir, j'ai l'impression, un pouvoir vraiment qui a déjà fermé la porte à l'opposition. Maintenant, si l'opposition politique ou patriotique dont vous parlez, si cette opposition ne donne pas de la voix au niveau international pour dénoncer cette supercherie, mais vous voyez que les dés peuvent être pipés et nous allons assister à l'enracinement du faux et de la de l'enterrement de la démocratie au Bénin. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé du surplace. Et je vois donc, et je vous comprends. Donc, il faut nécessairement qu'on puisse revoir, c'est-à-dire qu'on puisse, s'il vous plaît, sentir une opposition très active pour animer la vie au niveau international et dénoncer cette supercherie. Je vous laisse réagir, s'il vous plaît. Comme je vous disais encore, M. Aruna, ce n'est pas sur des plateaux télé ou des plateaux, je veux dire, médiatiques que les stratégies politiques de l'opposition vont s'exprimer. Je l'entends encore, là, c'est peut-être
pour ceux qui nous suivent, l'opposition est justement dans le travail de sensibilisation par rapport à ce qui se fait aujourd'hui actuellement au Bénin en matière de gouvernance. Les 1er et 2 mai dernier, permettez-moi de revenir là-dessus. Il y a eu des morts pour lesquels les corps n'ont pas été confisqués. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies, elle a été saisie. Mais vous savez, les mécanismes, justement, dans ces genres de situations, ils sont longs. C'est à la fois au fronton de la diplomatie, des droits de l'homme, du droit international, du droit des pays, justement, et au respect de la souveraineté. Donc, c'est très complexe. Donc, qu'on n'attende pas forcément des actions immédiates. Mais ce qui est certain, ce que je peux souligner, c'est qu'aujourd'hui, le pays a été autant condamné par la Cour africaine des droits de l'homme. Vous savez, les citoyens qui viennent assister la Cour des droits de l'homme, je dis bien la Cour africaine des droits de l'homme, c'est qu'ils ne font plus confiance aux tribunaux de leur pays. C'est ça. C'est le cas du Bénin. Le Bénin n'avait jamais eu de condamnation de la Cour africaine des droits de l'homme avant celle du président Sébastien Adjavon. On n'avait jamais connu ça auparavant. On avait beau tout que le Bénin, oui, le régime de Yahi, c'était un régime dictatorial. Le Bénin n'a jamais été condamné pour justement les abus du président Yahi Boni. Si y a encore des présumés, je vais dire présumés abus du président Yahi Boni. Mais alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui au Bénin? Moi, je suis factuel quand je tiens mes propos et j'aimerais bien que ils apportent des éléments de preuve à chaque fois où ils interviennent en disant que par exemple, la Cour constitutionnelle du président Djogbenou est installée, l'État béninois n'a jamais été condamné pour une quelconque décision. Je trouve qu'il y a quand même surprenant. Je trouve surprenant quand même que dans toutes les décisions qui ont été prises, maintenant, on observe une radicale, en tout cas, inversion de la Cour des décisions. Et toutes les décisions sont en faveur du pouvoir, en faveur du gouvernement. Et ce qui explique cela, mais moi, j'ai certaines suspicions, j'ai des interrogations, sans remettre en cause, en tout cas, les décisions de la Cour constitutionnelle, puisqu'elles s'imposent à tous. Mais j'ai quand même des réserves en ce qui me concerne. Et c'est ce même Djogbenou Joseph, président de la Cour constitutionnelle, qui, lorsqu'il était ministre de la Justice, a dit qu'on pouvait justement commenter les décisions de justice. Et c'est eu égard à ces propos qu'aujourd'hui, que moi je me permets de dire, c'est étonnant. Cette décision au gouvernement, c'est quand même quelque chose qui inquiète. Mais j'ai les décisions des droits de l'homme qui, dans notre dispositif, s'imposent aux administrations, s'imposent les corps de la République. Manifestement, aujourd'hui, on voit dans la liste des personnes recherchées pour condamnation le président Sébastien Adjavon. C'est surprenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour africaine des droits de l'homme qui a pris une décision, notre pouvoir, notre gouvernement ne veut pas l'appliquer. Et dans le même on nous demande de respecter les tests de la République. Donc, vous voyez, c'est quand même antinomique. Et moi, je dis, aujourd'hui, ce qui se passe au Bénin, ce n'est juste qu'une négation de la démocratie. Et si nous continuons à nous taire, d'accord, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de prendre les armes, ça se fera de la manière la plus pacifique possible, même si en face, le pouvoir utilise la violence, la brimade, l'intimidation, les menaces pour inquiéter les citoyens qui s'y opposent. Mais tôt ou tard, on en a connu pire dans d'autres pays. Je ne souhaite pas que le Bénin devienne encore un lot de dictature sur ce continent africain. C'est ça. Pour ça que nous devons continuer. Quand je disais que l'opposition, pas forcément une opposition politique, c'est tous les Africains, tous les Béninois dans leur chair ont profité de cette démocratie
ont eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer sans craindre des menaces, sans craindre qu'on agite le filet d'une loi sur le numérique pour pouvoir être contraint en prison, c'est de ces personnes-là que je dis, ce sont des opposants à Patrice Talon et à sa gouvernance. C'est ça, j'ai compris. La loi sur l'économie numérique pour l'insertion des jeunes, j'aurais compris, mais on utilise toutes les lois qui ont été votées. On parle de loi scélérate, elles ont été votées dans l'intention de nuire, dans l'intention dans l'intention de punir. Même les gens aujourd'hui ne sont plus protégés. Ils sont protégés pour les informations qu'ils divulguent. Même si ces informations ont une certaine véracité. Donc voilà, on n'est plus dans un cadre normal pour qu'on puisse prévaloir d'avoir une opposition politique face à un régime qui fait de tout feu, tout bois pour empêcher toute velléité d'opposition discordante. Merci beaucoup, M. Adessian, pour cette démonstration et cette analyse vraiment liminaire. Et pour clore cette rubrique, bon, j'aimerais, est-ce que aussi on ne peut pas dire que c'est peut-être une nouvelle génération numérique, votre génération et qui s'impose au Bénin, parce que, bon, bizarrement, on voit un mismatch d'anciens politiciens carriéristes qui articulent toujours la politique dans notre pays. Est-ce que ce n'est pas peut-être cette fatigue qui caractérise ce manque, vous allez m'excuser, de réflexe, d'engagement à fond de cette opposition? Ça, c'est une question que je me pose. Bon, moi, je ne parlerai pas de politiciens carriéristes. Nous avons des rentiers politiques au Bénin. Même ce que vous observez, ce sont la terre de ces politiques. Ce ne sont pas des politiciens carriéristes. Combien on fait des politiques? Depuis combien on prônait un certain nombre d'idéologies que beaucoup ont suivi? Quand vous regardez aujourd'hui, ces gens-là, malheureusement, ils lèguent à la postérité. Une chose est de se dire, bon voilà, on a fait carrière. Mais aujourd'hui, c'est eux qui ficellent dans l'ombre. On sait, mais on ne peut pas rentrer dans la guerre, en tout cas, jeunes et anciens, parce qu'on dit chez nous que c'est autour de l'ancien corde qu'on tisse la nouvelle. Nous devons entre la jeunesse mais et justement, nos aînés. Et justement, Monsieur Adessian, mais vous venez de sortir une expression vraiment traditionnelle dans notre pays et qui est vraiment l'idéal. Mais si l'ancienne corde veut se repositionner, quelle est alors la chance de cette jeunesse? Ça dit, et c'est ça, et de cette nouvelle génération. Ça dit, il faudrait que nous fassions aussi, et que l'opposition fasse aussi une autocritique. J'ai parlé tantôt de trahison, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je tiens vraiment à ce que, et cette problématique, ça dit, de l'ancienne corde à la nouvelle corde, si cela n'est pas vraiment sincère, vous avez la parole. Parce que vous êtes le fer de lance de demain, vous êtes une nouvelle génération. Je vois. Donc, il faudrait constater les choses. Si ce n'est pas à ce niveau qu'il y a un peu flottement. Et la mouvance en profite. Personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous sommes face à un régime d'exception. Quand je dis régime d'exception, ça veut tout dire. Ça veut dire que depuis 30 ans, nous n'avons plus connu de situation. Et même le renouveau démocratique qui date de quelques années, nous n'avons plus connu cette situation. C'est un président omnipotent et omniscient. Tous les leviers
pas à la les médias, c'est quand même un peu non. Donc, je ne veux pas comparer le système actuel à un système qui est un système normal. C'est pour ça que je pense aujourd'hui. Moi, je dis, je suis un démocrate convaincu. La démocratie dans les yeux, il revient à la jeunesse de ne pas aller voter pour des personnes qui ne semblent pas incarner leur avenir, leur présent de personnes ou les carrières politiques chez nous. Ces carrières de la politique ne se sont pas ici à ce niveau-là par le fruit du hasard. C'est qu'il y a d'autres jeunes. Pourquoi cet exemple de jeunes? Parce que nous avons aujourd'hui une population, une démographie qui est plus favorable. Je parle de la démographie législative qui est plus favorable, ou même électorale, je pourrais dire, qui est plus favorable à l'élection des jeunes, l'élection de nos aînés. Malheureusement, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter pour ces aînés-là, pour quelques prébendes, et ils n'ont pas encore compris le mécanisme. Comment ça fonctionne, la politique? Et nos aînés aussi, ils entretiennent justement dans cette, je veux dire, dans ce prisme, dans cette, ce côté un peu fermé de la justement, pour que ces jeunes-là n'accèdent pas, en tout cas, au Graal. On ne rentre pas en politique. Malheureusement, vous avez parlé de ces aînés-là qui font carrière en politique. Ils ne font pas carrière pour réussir, pour faire la promotion, pour une carrière parce qu'ils tirent des revenus. D'accord, c'est pour ça que je parlais de rentiers. Ce sont des rentiers et non des carriéristes. Parce que quand vous faites privilégier beaucoup la qualité à la quantité. La qualité, c'est ce que vous laissez à la postérité. Vous avez vu les lois qui ont été votées lors de la 7e mandature. Mais c'est à dormir debout. Donc, on a créé une situation de précarité professionnelle. De la précarité professionnelle, excusez-moi, la précarité sociale aussi. Parce que quand on vote une loi où on dit on peut rouler de manière illimitée, derrière, si vous avez un CDD, vous ne pouvez pas emprunter de l'argent à la banque. Vous ne pourrez pas construire un projet de vie sur plusieurs années. Vous serez tout le temps dans la précarité. Le CDD n'a jamais constitué aujourd'hui un élément, en tout cas un contrat de long terme. C'est un contrat précaire. Donc, quand on arrive à avoir des jeunes qui votent pour cette personne, j'ai un problème de conscience. C'est ça. Moi, c'est de dire à ces jeunes, vous-même, vous pouvez occuper la place de vos aînés, à condition que vous entendez les gens entre vous, ou certains prennent le risque. Quand je dis le risque, c'est se dire d'essayer de participer à la compétition. Donc, quand on participe à la compétition, on peut à mieux demain. C'est ça. Je pense que c'est très bien dit. C'est que si on peut retenir par rapport, ce qu'on peut retenir par rapport à cette thématique, c'est que notre invité est très serein. Il dit, voilà, de toutes les façons, l'opposition, elle est là. Il a pratiquement parlé, fait la nuance entre cette opposition politique et citoyenne. Donc, et ce qu'on peut retenir, c'est que les paradigmes même de cette stratégie ne seront, c'est-à-dire c'est la stratégie elle est différente par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Donc, nous souhaitons quand même que, avec cette nouvelle façon de concevoir la chose au niveau de l'opposition, que cela puisse vraiment très rapidement ramener nos acquis démocratiques vraiment sur la table pour l'animation vraiment de la vie politique du Bénin. Donc, ce qu'on peut aussi dire, c'est que ces jeunes, cette nouvelle génération, ces soleils levants, tout ça, donc je pense que le cri de cœur d'une illustration que nous recevons aujourd'hui, ils sont à l'écoute et vraiment,
agiront dans ce sens et pour savoir que leur destinée leur appartient. Donc, je pense que nous avons pratiquement fouillé dans tout ce thème et nous allons tout de suite aller parler de la condamnation et l'appel de notre compatriote Lionel Zissou, et que vous savez a été condamné. Il a été condamné à, je pense, 6 mois de sursis et une condamnation d'une somme de combien? 50 millions et aussi interdiction. C'est ça qui est, qui est le point crucial. Pour 5 ans, il ne peut pas être éligible. Donc, j'aimerais tout de suite avoir la réaction de notre cher invité sur ça. J'aimerais bien un sourire. Je me permets de commenter cette décision parce que elle est vraiment. Je ne dirais pas qu'il faut la jeter à la poubelle. C'est-à-dire qu'enseigner dans les écoles, universités et partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on dit souvent que la preuve est la rançon du droit. De pouvoir prouver le document, de pouvoir fournir plutôt à la partie adverse ou au tribunal les documents qui ont été faussés ou fossoyés, là, moi, ça me pose un problème de conscience. Alors, tout un chacun d'entre nous, on peut avoir des positions politiques. Mais en matière de droit, la position doit être unanime. C'est ça. Vous voyez, malheureusement, aujourd'hui, notre pays, on assiste à quelque chose d'indescriptible. Concernant la condamnation de M. Lionel Zinsou, je ne veux pas revenir sur la décision. C'est une décision qui est à la fois injuste, inexplicable, et on peut même, comme je l'ai dit, l'enseigner dans n'importe quelle université, en tout cas. Je dis, la décision du dossier n'est pas roi du procureur pour les faits, la situation du frais de campagne. Mais cet organe n'a jamais fait, cette Cour des comptes de la Cour suprême, cette chambre plutôt administrative de la Cour des comptes, pour être plus précis, n'a jamais saisi le procureur de la République pour quelconque dépassement. Et même s'il y a dépassement, ça se fait dans un délai donné. Ça n'a jamais été le cas jusqu'à la date où nous nous parlons. Et malgré ça, on entend justement ces éléments de droit et de fait, mais on l'a condamné. Ça devrait nous faire peur. Ça devrait interpeller tout un chacun d'entre nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en notre justice. Monsieur Dill, s'il vous plaît, vous pouvez un peu reculer? Vous pouvez un peu reculer? Voilà. On a toujours envie de voir votre baby-face, là. Allez-y, s'il vous plaît. Ça veut dire que nous n'avons pas confiance en notre système judiciaire. Et c'est pour ça que certains prennent la fuite. Parce que si la justice est le rempart de la démocratie, si cette justice prenait des décisions de manière totalement libre et indépendante, on n'assisterait pas au scénario que nous observons aujourd'hui, où les gens sont obligés de se soustraire à la justice béninoise. Ça a été avec Patrice Talon. Certains peut-être l'ignorent, où il s'est soustrait à la justice béninoise, prétextant que les juges, les magistrats étaient manipulés. Ils étaient à la botte de l'exécutif. Et aujourd'hui, le doute ne se fait plus. Parce que de toute façon, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe qui chapeaute les
à se dire que le pouvoir actuel de Patrice Talon contrôle l'administration judiciaire de manière stricte. Quand je dis de manière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que libre de prendre des décisions dans l'intérêt justiciable. C'est ça. Des décisions dans l'intérêt du pouvoir actuel. Donc la condamnation de M. Lionel Zinsou, c'est un aparté, justement. Et après, on sait très bien pourquoi. C'est pour l'écarter de la compétition. C'est tout. Donc, quand le but n'est pas juridique, c'est plutôt politique, il ne faut pas être surpris. Moi, personnellement, je ne suis pas d'une telle décision. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime d'exception. Quand nous sommes dans un régime d'exception, les jugements, ils sont comme les lois de Rhône. Nous avons des jugements, c'est-à-dire des jugements qui sont utilisés pour pouvoir cette carte. Mais monsieur Adessian, je pense qu'il y a quelques jours, une semaine exactement, notre compatriote Lionel Zinsou a réagi dans Jeune Afrique, où ce qui est intéressant et qui a vraiment égratigné notre attention, c'est qu'il dit à la fin de l'interview, mais écoutez, si on cherche à persécuter quelqu'un, c'est maintenant qu'on le réveille. C'est-à-dire une manière pour dire que même s'il n'était pas intéressé à continuer la politique, donc ce fait, cette condamnation et cet écartement, et ça le réveille. Donc est-ce qu'on peut dire que notre compatriote Lionel Zinsou est en train de reprendre du poil de la bête politique et nous allons le voir très acharné et très déterminé dans les jours à suivre? Vous avez la parole. Alors, je ne vais pas me prévaloir d'une quelconque défense ou quelconque affirmation de Lionel Zinsou, mais ce que je peux dire, c'est quoi? Lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes pourchassé, lorsque vous êtes condamné arbitrairement, vous ne pouvez pas croiser les bras et attendre que qu'une épée de Damoclès vous tombe sur la tête. Vous êtes obligé de réagir. C'est-à-dire que quand moi je lis, j'ai lu comme vous en tout cas, les propos de Lionel Zinsou dans Jeune Afrique. C'est une réponse d'une personne qui doit se défendre. Qui doit se défendre parce qu'elle a été tout simplement marquée, tout simplement affligée par ce qui se passe dans son pays et en plus par une justice qu'on croyait toujours indépendante dans notre pays. Malheureusement aujourd'hui, à l'épreuve des faits, aujourd'hui, c'est normal qu'ils réagissent, que ce soit sur le plan personnel, le plan politique, ce serait bien au contraire. Je sais qu'il y a certaines qui se frotteraient les doigts parce que, comme vous l'avez dit tantôt, que l'opposition béninoise cherche aujourd'hui des têtes de proue, ou pour ne pas dire certaines égéries, en tout cas, pour pouvoir les défendre. Je pense que beaucoup accueilleront, en tout cas sportivement, le fait que Lionel Zinsou revienne dans la compétition politique au Bénin. Mais n'empêche, je pense qu'il ne faut pas être trop optimiste. Il y a une chose qui est certaine. Quand vous êtes acculé, tel qu'il a été le cas pour Lionel Zinsou, après même les élections, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Je fais fi de l'affaire Ebomaf, pour lequel il a été sali ou il a été avili. Encore une fois, nous connaissons les pratiques du pouvoir de Patrice Talon. Il ne faut pas se cacher derrière encore son petit doigt pour dire nous savons où est-ce qu'ils vont. Ils sont tellement prévisibles que nous n'avons plus, en tout cas personnellement, je n'ai plus de surprise quand je vois les actes qu'ils posent, en tout cas contre les citoyens béninois, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. Je fais abstraction d'un certain nombre de mesures qui ont été prises en défaveur des Béninois, qui avaient été proposées à des postes de responsabilité à l'international, où le gouvernement a fait feu de tout bois
pour les empêcher d'occuper ces postes. Mais c'est pour... Parce qu'ils n'ont pas fait allégeance. C'est parce qu'ils n'ont pas fait allégeance. Ils sont dans une dynamique. On a vu le procureur Sodonan qui avait été proposé en tant que magistrat à la cour de l'UMOA. Quand le pouvoir de Patrice Talon est arrivé, ils ont annulé cette décision. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut que cette spirale s'arrête. Parce que qui d'autre, à part les Béninois, vont développer le Bénin? Lionel Zinsou, il œuvre pour le Bénin. Il a une fondation, il mène des actions à destination du Bénin. Et lui-même l'a dit sur les plateaux télé récemment pour dire que le chef de l'État l'a sollicité, même pour rencontrer certains décideurs. Il l'a fait de bonne foi. C'est ça. Pourquoi justement cette cabale? C'est ça. Qui n'est pas uniquement vers Lionel Zinsou. On peut parler de notre compatriote Komi Kouché aussi. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ils ont lancé un mandat d'arrêt international. Mandat d'arrêt que l'Espagne a botté en touche parce qu'ils sont vus que l'argument, ça ne tient pas. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Et je pense que les cadres de notre administration qui s'adonnent à ces jeux malsains, ils seront rattrapés tôt ou tard. C'est ça. Non seulement par conscience, mais par le tribunal de la vie. Parce que tous ceux qui sont commis, non pas dans l'intérêt des Béninois, mais contre l'intérêt des Béninois, ils ne resteront pas impunis. La nature, c'est rendre justice lorsqu'il y a des abus. Monsieur Dina Dessian, vous êtes un habitué de la politique interne et aussi de la politique internationale. Et je sais, peut-être vous n'allez pas répondre directement à cette question. Certains ont dit que cette condamnation de Lionel Zinsou, c'est pratiquement un affront contre le président Talon. Quand on sait que le Premier ministre Lionel Zinsou est très proche du président Macron, est très proche des grands milieux français sur le plan international. Est-ce que nous n'allons pas à un clash entre la France et le Bénin? Je n'ai pas trop dit. Hein? Non, il ne faut pas encore activer la proximité entre Lionel Zinsou et Emmanuel Macron comme un argument de déstabilisation de la politique béninoise. Moi, je ne le vois pas comme ça. Vous savez, Lionel Zinsou, il est beaucoup plus en Afrique aujourd'hui qu'en France, hein, en particulier au Maroc, en Côte d'Ivoire et dans des pays où il est sollicité pour des raisons professionnelles. Mais si le chef de l'État béninois, Patrice Talon, ne sollicite pas Lionel Zinsou, c'est son choix. Et vous ne pouvez pas empêcher une personne, hein, un béninois, qui a la liberté aujourd'hui de conseiller des grands chefs d'État africains et de par le monde, hein, grâce à justement son background professionnel, vous ne pouvez pas l'empêcher de conseiller ses États. Moi, aujourd'hui, que la proximité entre Lionel Zinsou et Emmanuel Macron serait un élément pour déstabiliser le régime de Patrice Talon. Non, pas du tout. Hein, certains vont encore la haine contre la France ou vont évoquer encore la France-Afrique. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, le problème que le Bénin rencontre, c'est un problème entre Béninois. On n'a pas besoin d'étrangers pour pouvoir régler nos problèmes. N'empêche que le Bénin a signé des accords. Et au nom de ces accords diplomatiques, nous pouvons solliciter l'appui de certaines soit institutions internationales, soit certains amis du Bénin, tout simplement. Et la France est un ami du Bénin. Et eu égard à ça, je pense que solliciter l'aide de la France ou de l'appui de la France pour régler nos problèmes intérieurs, ce n'est pas discordant. Personnellement, le Bénin est appuyé par la France dans de nombreux projets de développement, dans de nombreuses aides. Alors, pourquoi les aides financières destinées au Bénin profitent aux Béninois? On est content. Et lorsque la politique française s'invite dans la politique béninoise, on commence à attiser les
les raisons de France-Afrique. Moi, je pense que le débat n'est pas là. Le débat, c'est surtout comment nous pouvons faire pour faire rétablir l'état de droit au Bénin. Si la France peut apporter le soutien à toutes les personnes et à tous les peuples de pouvoir inverser le cours de la gouvernance actuelle, moi, je pense que nous devons saisir cette main. Et si Lionel Zinsou, il collabore dans ce sens-là, tant mieux, c'est un avantage pour nous. Mais je pense, aujourd'hui, la première abord, c'est le rétablissement de l'état de droit. On ne peut pas être dans une réception et dire qu'on est en démocratie. Ce n'est pas vrai. C'est justement à ce niveau que peut-être Macron, c'est peut-être à ce niveau, peut-être Macron, puisque toute cette maladresse en matière des droits humains se passe sous son nez. C'est justement le fondamental de ma question. Cela peut irriter la France par rapport, pas à travers le peuple béninois, mais par rapport à une politique, d'une personne, d'un gouvernement. C'est ça. La France fait déjà énormément. Hein, quand je dis énormément, la France accueille sur son territoire des exilés politiques béninois à qui il donne le statut de réfugié. Le statut de réfugié confère certains droits, certains avantages. Donc, c'est déjà un pas. Hein, on ne peut pas dire à la France de régler le problème des Béninois. Il y a aussi également des problèmes en France. Hein. En ce qui nous concerne en tant que Béninois et aussi ayant une certaine nationalité étrangère, nous avons un rôle de plaidoyer justement de la cause de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés. Nous ne pouvons rester indifférents. Je me rappelle très bien de cette phrase de Martin Luther King qui dit « Quand il y a une injustice dans une partie du monde, c'est une injustice pour l'humanité. » Et c'est eu égard à que moi je dis aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas au Bénin que nous devons arrêter le combat. Ce n'est pas parce que nous sommes pas au Bénin que nous ne devons rien dire. Ce n'est pas parce que nous ne vivons pas les réalités au quotidien que nous devons être indifférents. Loin s'en faut. Aujourd'hui, la justice, elle doit être la même, à la fois pour un Béninois qui commet un délit. Justice globale. Ça ne change pas. La présomption d'innocence fait partie, en tout cas, des règles universelles des droits de l'homme. Ça fait partie de la Charte africaine des droits de l'homme. Nous avons ratifié ces conventions. Alors pourquoi aujourd'hui la mettre en application pose un problème? C'est ça. Si Bénin ne veut plus respecter les tests internationaux qui ont été régulièrement ratifiés, mais ils n'ont qu'à se retirer. Mais ce que je veux bien préciser aussi, c'est qu'on se délecte quand même des subventions de ces organisations internationales ou de ces pays qui sont très attachés à la démocratie. Mais dès lors que ces pays commencent à se prononcer dans tout ce qui est respect des libertés individuelles, on agite un certain fanion de la souveraineté nationale. Je pense que le président des États-Unis avait dit que les élections au Bénin, ils n'avaient jamais connu les élections législatives. Ils n'avaient jamais connu ça. Des élections controversées. Les nôtres, certains en tout cas soutiens du pouvoir de parti Salon, se sont argués qu'elle n'a pas s'immiscé dans la politique béninoise. Mais je veux bien entendre que les États-Unis n'ont pas s'immiscé dans la politique béninoise. Mais quand il s'agit d'obtenir le FDI pour faire c'est ça. Merci, Monsieur Adéchian. Nous allons, le reste du temps qui nous reste, nous allons aborder la seconde question qui est au fait le rejet de la plainte du président Yahi Boni contre le Bénin. Et pourtant, il y a eu violation. Et donc, vous voulez rapidement réagir sur ça et pour nous dire vraiment, ça a laissé tout un peuple et toute l'Afrique un peu perplexe parce que vous avez vu l'émotion de tout un peuple et surtout des Africains
par rapport à cette violation du droit de l'ancien président. Donc, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, M. Aruna. Comme je le dis, vous ne pouvez pas être dans un régime d'exception et exiger le respect des droits de l'homme ni des droits individuels de la personne. D'accord? L'être humain est sacré. Le premier, il y a eu les corps n'ont pas été rétrocédés aux familles. Nous avons, au niveau de l'opposition, demandé à ce qu'il y ait un certain nombre d'enquêtes. Nous attendons les résultats des enquêtes, à la fois administratives, mais également à la fois des autorités pour ça. OK? Donc, quand on dit aujourd'hui un chef de l'État, un ancien chef de l'État, est gardé à résidence pendant 50 jours. 52. Pendant 50 jours. N'importe en réalité. Si les mesures privatives de liberté qui ont été prises à l'encontre du président Yahya Boni, ces mesures-là ont été levées, mais c'est normal que la Cour prononce une décision que les mesures demandées sont sans objet, puisque le président Yahya Boni avait demandé la levée de boucliers sur son domicile. Mais si c'est levé pour qu'il aille se soigner, il n'y a plus de raison d'être à cette décision. Donc, on n'agite pas cette décision-là comme une victoire, bien au contraire. C'est ça, ça que la mouvance fait. Il y a de la manipulation communicationnelle. C'est ça. Des soutiens du pouvoir de Patrice Talon. Ça, nous le savons. Comme je vous l'ai dit tantôt, lorsqu'il y a une décision défavorable au pouvoir de Patrice Talon, notamment la décision aux compatriotes, Sébastien Adjavon, qui est la Cour africaine, qui a pris cette même décision-là, qui a demandé au pouvoir béninois explicitement de dire comment ils vont la mettre en application, d'annuler une décision de la criette. Qu'est-ce qui s'en est suivi? À ce jour, on n'a rien. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que moi, ça me fait sourire. Non, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, elle a juste dit aujourd'hui que les mesures qui ont été demandées par le président Yahya Boni, d'accord, lorsqu'il était assiégé, là, aujourd'hui, n'ont plus lieu d'être. Donc, eu égard à ça, la décision sur des mesures primitives, en tout cas, sa décision n'a plus lieu d'être, tout simplement. Mais il y a une action qui est en... Il y a une action de... Expliquez-nous ça. Lequel n'est pas encore prononcé. C'est-à-dire que lorsque vous saisissez des juridictions, vous pouvez le faire soit en bloc, soit par plusieurs morceaux. Les mesures privatives ont été levées. Maintenant, dans le fond, on va aller dans le fond, dans quelques mois, on aura une décision de la Cour africaine des droits de l'homme qui va statuer. Donc, le débat n'est pas encore fini, c'est intéressant. Donc, les jours à venir, nous aurons... Je pense que le débat n'est pas encore vidé. Et loin s'en faut. Il y a plein aujourd'hui de décisions concernant le gouvernement béninois qui sont pendant au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme. N'oubliez pas qu'il y a également nos patriotes, Laurent Métognon, qui aujourd'hui sont toujours en prison. D'accord, qui ont également dit la Cour africaine des droits de l'homme dans le même sens. Vous voyez, tout ça là, ce n'est pas isolé. Quand on en arrive à avoir plusieurs saisines comme ça, des juridictions supranationales, c'est que nos propres citoyens ne font plus confiance à la justice de leur pays. Et quand on n'a plus confiance en la justice de notre pays, c'est dommage. Parce que nous sommes les premières victimes. Vous et moi, aujourd'hui, si nous rentrons au Bénin, nous pouvons être les victimes de cette justice-là. Alors pourquoi nous continuons à payer et à former des magistrats pour qu'ils prennent des décisions qui ne vont pas dans l'intérêt du peuple béninois? C'est ça qui est dommage, parce que ces décisions aujourd'hui qui sont prises, majoritairement vont dans le sens de l'intérêt des gouvernants actuels. Et ça, moi je dis, chacun assume la responsabilité morale et sociale des décisions qu'elles prennent. C'est ça. Est-ce que pour le statut du président, ça c'est personnel, hein, c'est mon analyse personnelle, est-ce que son avocat, maître Bruno, est-ce qu'il n'allait pas
il n'allait pas dissocier cette plainte, du groupe. C'est ça le problème, parce que dans tout, il y a un aspect politique. Donc, moi, principalement, quand j'ai vu le rejet, je me suis dit vraiment que ça, je ne suis pas en train de critiquer un avocat, je ne suis pas un juriste, mais je suis un politique. Donc, ce que je remarque qu'on allait faire une dichotomie, en ce qui concerne cette plainte et essayer de faire la plainte du président Yahya Boni séparément. Donc, moi, je pense que Maître Kato, un puissant en matière de procédure, n'allait pas peut-être prendre cette route que Maître Renaud a pris. Parce que là, la communication est en train de jouer en faveur de la mouvance. Il ne faut pas se leurrer. Monsieur Aruna, ne faites pas dire ce qui n'en est pas. D'accord? Je ne suis pas dans la raison d'un avocat à un autre, ni dans la spéculation pour des stratégies. Il y a eu des mesures. Est-ce que monsieur Yahya, ancien chef d'État, pendant des semaines, il a été séquestré? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai. D'accord? C'est une chose. Il a sollicité la Cour africaine des droits de l'homme pour la levée de ces mesures d'interdiction d'aller et venir et d'accéder à son domicile par les proches de sa famille. Oui, mais c'est qu'il a fait, dans ce que nous parlons, nous disons en anglais, et comme, class action. Et dans cette class action, il y a une personnalité, c'est un président. L'avocat allait avoir le réflexe de faire une séparation, en ce qui concerne la demande. C'est ça le problème. Vous savez... Vous allez m'excuser. Donc, non, je comprends les classes. Je suis un peu frustré quand on me dit que l'ancien président, et quand les réseaux sociaux disent, voilà, vous avez fait, vous voyez, et voilà, il a été débouté, et c'est grâce à ton explication aujourd'hui que nos internautes peuvent comprendre qu'il y a toujours poursuite. Il ne faut pas que la passion se suspende. D'accord. Moi, quand j'ai été notamment des pro-mouvanciers, j'ai dit, je ne suis pas surpris qu'aujourd'hui, que les pro-mouvanciers ils fassent la promotion des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a quelques temps, quand une Cour là avait pris une décision défavorable au gouvernement, ils n'ont pas fait la promotion. C'est le jeu politique. Mais il faut dissocier le jeu et la passion politique du droit et des décisions juridiques. La décision qui a été rendue par rapport à la Cour africaine des droits de l'homme, elle a été rendue en ce qui concerne une mesure privative de liberté abusive. Thank you. Quand je dis Merci. abusive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne respecte pas le droit. Quand un citoyen, je dis bien, il peut être ancien président, il saisit une juridiction supranationale, ce n'est pas de gaieté de cœur. D'accord? C'est parce que on sait très bien que si on utilisait les tribunaux locaux ou les tribunaux nationaux pour une telle décision, on n'aura jamais gain de cause ou on n'aura jamais de réponse dans l'immédiat. Vous voyez aujourd'hui la sévérité avec laquelle les décisions sont prises au Bénin. Quand il s'agit de faire, on ramène au calendrier grec. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il faut comprendre une chose. Moi, nous arrive. C'est dur de porter, mais ça ne devrait pas se transformer en normalité. D'accord? Parce que d'habitude, à cette demain, qui sait, si c'est peut-être d'autres aura les mêmes pratiques parce qu'il va dire ceux qui m'ont précédé, ils ont fait pareil, vous n'avez pas réagi. Nous devons mettre stop.
Et voilà, pour conclure ce volet, ça ce sera pratiquement, je vais vous donner votre mot de fin, mais avant ça, je voulais seulement dire que paradoxalement, cette position de la mouvance pour faire de la communication, mais ça va jouer contre eux, parce que s'ils n'ont jamais appliqué la décision de la Cour africaine des droits de l'homme en ce qui concerne Sébastien. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même que toute décision est faite au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme sera applicable, puisque eux-mêmes, ils vont dans ce sens. Donc, moi, je pense que... L'État béninois a envoyé des avocats plaider pour le Bénin dans l'affaire Sébastien Adjabou. C'est ça. Une juridiction qui ne reconnaît pas, ou du moins qui ne reconnaît pas une juridiction supranationale, elle n'envoie pas ses avocats. Parce que c'est quand même une ligne publique. Ils ont perdu le procès. Ils respectent la décision de justice. C'est vrai. J'entends quelques années, le président toquait le premier ministre en lui disant qu'il ne respectait pas les décisions de justice, au moins qu'un État ne respecte pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous observons? Il revient à l'État béninois de faire exécuter. Et tous les cadres de notre administration qui s'opposeront à cette décision de justice, ils devront répondre à un moment donné. Tôt ou tard, ce n'est pas moi, ce sont les tests. Et comme je dis, moi, je suis un démocrate. Et quand on est démocrate, on respecte les tests. Ce n'est pas une décision qui a été prise dans l'intérêt d'un homme. C'est une décision qui a été prise dans l'intérêt non seulement d'un homme, mais d'un peuple. Si Sébastien Adjavon a gagné ce procès, c'est parce que les juges qui ne sont pas béninois, qui ne vivent pas, ces juges de la Cour africaine des droits de l'homme, ils ont trouvé légitime, sur la base des éléments qui ont été produits lors du procès, que ces éléments-là sont tangibles et que le gouvernement béninois a fait preuve de légèreté, en tout cas, dans le respect des droits de l'homme. Merci beaucoup, M. Dina Adessian. Et rapidement, 2 secondes pour votre mot de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Écoutez, je vous remercie. Je remercie toutes les... Encore que nous avons la chance d'avoir et des médias comme vous permettre l'expression plurielle, permettre à de nombreux aujourd'hui différentes en tout cas de ce que les médias nationaux qui sont payés sur les deniers publics leur servent au quotidien. Quand vous allumez aujourd'hui l'ORTB, Golf ou d'autres, je ne vais pas tous les citer, au Bénin aujourd'hui, on n'entend qu'un seul son de cloche. Vous avez parlé de l'opposition. Est-ce que vous savez que dans la loi aujourd'hui, chez nous au Bénin, statut de l'opposition, il y a normalement un accès aux médias d'audiovisuel public à l'opposition. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on invite des médias, soit ils refusent, soit ils disent, ils viennent, ils prennent des images et ils vont diffuser autre chose à la télé. Est-ce que c'est normal? On l'avait décrit, ça se repose. Non. À œuvrer pour que le Bénin soit apaisé. Et le Bénin peut être apaisé sans le respect des tests et sans le respect du droit, de la Constitution, tout ça. Parce que c'est la Constitution qui... Alors, ils remettent en cause ce vivre ensemble. Malheureusement, il faudra que les Béninois... C'est mon mot de fin. Et je vous remercie encore pour cette invite à votre émission. Merci beaucoup, Dina Adessian. Merci, ça a été vraiment un débat très enrichissant. Nous avons vu vraiment des analyses vraiment de fond et nous avons été très satisfaits vraiment des réponses. Vraiment, vous avez été nombreux à vraiment demander parce que compte tenu de la dimension de l'invité. Donc, je vous remercie et nous nous excusons beaucoup pour ces petits pépins techniques et je pense que nous allons toujours améliorer
La technologie, elle est ce qu'elle est. Je vous remercie. Merci, chères auditrices et auditeurs de Tempo Afrique TV. Merci, mon invité, Dina Dessian. À la prochaine. Au plaisir. Hein? Bravo, Dean. Good job, man. C'était bien. C'était un débat vraiment intellectuel. I like it.